Peu d'histoires sont contées sur Bitmap, dont le règne en tant que seigneur des images prit fin brutalement. Lorsque tout à coup les générations futures le rattrapèrent. Mais les formats ne partent pas sans bruit, et l'histoire se répète, rendant la gestion des images toujours aussi complexe, menant des hordes de développeuses aux portes de l'enfer. Ainsi, les maîtres des lieux avaient tant à faire depuis des lustres pour guider ces nombreuses âmes à travers ces différents enfers. Cette journée, elle était semblable à toutes les autres, ou pas? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. J'ai une triste mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous êtes aujourd'hui à votre journée d'accueil aux enfers. Vous avez méfait et vous avez la chance de participer à ce qu'on appelle notre espèce de pot d'entrée, notre mot d'accueil. Donc, comme toute bonne entreprise, on vous accueille avec différentes étapes. Donc, le mot de bienvenue de la direction. Et puis, oui, on risque de vous parler de différentes choses. De l'organigramme, de la composition des enfers, mais aussi on va essayer de vous parler de nos valeurs. Ah non, ça, nous, on n'a pas de valeurs aux enfers. Personne ne les respecte de toute façon, donc bon. Voilà, et puis, n'oubliez pas, aux enfers, pour pouvoir rentrer, il vous faut 2 pièces. Donc préparez 2 pièces, sinon vous ne resterez jamais aux enfers, vous irez bien pire. Et bien évidemment, on terminera avec un pot de bienvenue. Donc, je vais présenter mon éminent collègue, donc notre CFO, le Nocher des Stacks, qui est là pour vous faire la présentation. Et c'est pour ça, faites bien attention à vos 2 pièces, ne les perdez surtout pas, c'est important. Et puis le maître des lieux, Mathieu Mort lui-même, présent pour vous accueillir aujourd'hui. Je vous ai accueilli, je vous ai bien cueilli d'ailleurs, normalement. En tout cas, nous allons commencer. Pourquoi vous êtes ici? Parce que bien souvent, vous avez respecté un des 6 piliers de l'enfer pour venir ici. Vous avez peut-être fait comme Athéna qui a décidé d'envoyer un JPEG non transparent et donc on a un petit bordure blanc là qui rend les choses très bien. Ou encore Achille qui n'a pas du tout été respecté en termes de taille. Peut-être qu'une Knight aurait été quelque chose de bien. Enfin bon, bref, je ne sais pas. Parlons de Zeus, toujours un peu à faire son intéressant, mais jamais là où on le veut. Voilà. Donc, Ah merde. Super. Ou alors, notre bien-aimé Hermès, qui a choisi la rapidité, avant toute chose, pour pouvoir être affiché. Hein, il est toujours un peu là où on le veut. Artémis aussi également, on en parle un petit peu, parce que... la belle de loin qu'on appelle. La belle de loin, comme on dit. Et enfin, pour finir, Arès CLS, comme on l'appelle, avec un ego toujours de plus en plus petit et qui n'impacte pas les autres. Ça, c'est chouette. Donc, si vous êtes là ici, c'est parce que vous n'avez pas respecté un de ces 6 piliers. Et qu'est-ce que ça a compté? C'est que vous avez des performances pas très bonnes. Un CLS pas dingue, un LCP, mais on y reviendra. Donc, du fond de notre cœur, bienvenue en enfer. L'enfer, il date pas d'hier. Hein. La maison a été bâtie il y a longtemps. 18 juillet 1992, date bénie du premier affichage d'une image dans le web. C'était celle-ci. Celle-ci. C'est cette image qui fut la première image diffusée sur un site web. Il s'agit des Cernet, un groupe de musique toujours actif. Toujours actif, un groupe de musique toujours actif du CERN. Donc c'est vraiment la première image affichée dans le web. Et depuis, l'enfer n'a fait que grandir. 99,9% des sites web possèdent au moins une image. Ça veut dire que peut-être, si on donne cette présentation d'accueil, au bout d'un moment, on trouvera un ou une développeuse qui a fait un site sans image. On a toujours des DevOps. On a toujours des 68%. Eh ben, c'est les pages mobiles qui ont un LCP, donc le Largest Content Paint, qui est l'élément le plus gros d'une page. Et ben, c'est lié à une image. Donc, beau score quand même. On commence à être pas mal. Hein, mais en tout l'image est l'élément qui est le plus lourd à charger dans une page web mobile. Et ça, c'est l'almanach du web qui nous le dit. C'est une ressource gratuite que vous pouvez consulter pour observer des métriques. Et avec mon cher Mathieu Mort, on a déposé un concept. C'est le pour aller trop loin dans cette présentation. Si vous voulez aller trop loin, on vous propose des QR codes pour aller trop loin sur la thématique des données de l'almanach sur les images. Résumons. Donc le web, les images, elles sont partout. Tous les sites web possèdent des images. Ils n'en possèdent pas qu'une. Et c'est l'élément qui va être le plus lourd à charger.
Ça va impacter les performances de rendu, le chargement dans vos navigateurs. Vous le voyez peut-être ici avec le réseau de l'université. Ça prend du temps à charger un site, bizarrement. Et puis, je vous le rappelle, toujours préparez vos pièces. Hein. Attention. On en aura besoin dans cette présentation. Donc nous sommes maintenant dans les enfers et quoi de mieux de commencer parce qu'une image, il n'y en a pas qu'une forme. Il y a plusieurs formes. Nous sommes inclusifs dans les enfers finalement. Beaucoup de choses différentes. Et donc nous allons rentrer dans l'asphodèle, le royaume des formats morts. Oui. Peut-être bien. En parcourant les 7 fleuves de nos enfers, vous avez peut-être rencontré différents formats d'images. Vous connaissez peut-être le format bitmap. Très beau format. Un beau format. Très beau format, ou le GIF qui fut le premier format supporté dans les navigateurs. Et puis, nos premiers qui nous ont fait plaisir dans le web, le JPEG, le PNG, ou la PNG pour les gens qui savent. Qu'on attend depuis longtemps en enfer, connaissent les formats APNG. Et puis des formats beaucoup plus récents qui sont apparus dans les enfers comme WebP, AVIF, JPEG XL. Mais vous retrouvez aussi des formats vectoriels comme SVG, mais ceux-là, on ne va pas s'en occuper. Et comme toujours, il se peut que j'ai préparé un document plus long que votre avenir, expliquant l'intégration de tous les formats d'images dans le web, par date, année et moteur graphique. Voilà, si vous voulez lire jusqu'à votre vraiment fin, vous pouvez lire ce Markdown. Sommes-nous allés trop loin? Peut-être encore une fois. Mais c'est bien beau, mais comment ça marche un petit peu les compressions, genre le WebP, les formats modernes? Parce que c'est des formats qui viennent plutôt des codecs vidéo, parce que la vidéo en ce moment va beaucoup plus vite que les images en termes de compression. Et donc, moi je me suis toujours posé la question de comment ça marche et pourquoi est-ce qu'ils font un peu tabac. Alors, comment ça marche? Bien sûr, là-dessus, attention, je vais résumer un algorithme de compression moderne en moins de 2 minutes, donc top chrono. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vais forcément prendre des raccourcis. Donc, les experts de l'image, ne m'en voulez pas, je vais essayer de vulgariser ça au max. Donc, nous avons une image qui est ici, somme toute, et comment va faire le WebP pour fonctionner? En fait, il va commencer à faire bien une heuristique, la découper en plein de petits carrés, donc ça va dépendre de 4, 16 ou 24 pixels, ça va dépendre un peu de l'heuristique. Comment il détermine ça? Il va regarder un petit peu les surfaces d'exposition et essayer de trouver le carré qui ressemble le plus. Ensuite, pour chaque carré, en haut, il y aura une couleur qui va prédominer, qui va ressortir. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de prédire la couleur, donc une prédiction avec un algorithme ultra puissant. Ça peut être, c'est la même couleur que celui d'à côté, ou celui du bas, ou celui d'en haut à gauche, ou en dessous d'à droite. Pourquoi ils font ça? En fait, en prédisant cette couleur-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire j'ai un carré noir à gauche, forcément je suis noir. Pardon, excusez-moi. Forcément je suis noir. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste comparer de combien il s'est trompé, et il va juste stocker cette différence. Parce que la différence est beaucoup moins lourde que l'information complète de l'image, et c'est là où vous allez commencer déjà à réduire énormément. Mais c'est encore pas suffisant. Parce que même si on a réduit, on a compris cet élément-là, on va encore faire un autre élément, et c'est là où la notion de perte et sans perte va intervenir, c'est qu'on va faire une transformée discrète, donc globalement, pour ceux qui, les cours de maths, c'est un peu loin, parce que la lumière, je ne vais pas vous apprendre que c'est une onde, et oui, spoiler alerte, comme quoi en 2026, on apprend encore des choses. Et en gros, cette longueur d'onde, en fait, c'est une succession de fréquences, donc on va la transformer dans le monde des fréquences, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en enlever plein. Pourquoi on en enlève plein? Parce que notre œil, c'est un peu de la merde, et il ne voit pas tout. Donc on va en enlever énormément, et c'est là où la notion de qualité de compression va rentrer en jeu, parce que plus on en enlève, plus la qualité va baisser. On stocke ça dans un format, on rajoute encore un petit peu de compression parce qu'on n'est toujours pas à ça près, et vous avez un format WebP qui fonctionne. On fait l'opération inverse, on a perdu un peu de qualité, mais voilà. Yes. Si on remonte un petit peu avec des formats comme JPEG, ce que vous pouvez voir, c'est que là, sur cette image, elle fait 250 kilobits de base, mais quand on applique mode JPEG et qu'on va compresser ce JPEG, on va réduire drastiquement le poids de l'image, mais en la dégradant. Là, on voit, elle devient beaucoup plus floue, on voit des artefacts de pixels sur l'image. Et ça, c'est les formats JPEG, c'est un vieux format, et c'est des vieilles techniques d'algorithmie de compression d'image. On va trouver des formats plus récents avec WebP, où on voit que déjà, avec des niveaux de compression équivalents, on a un poids qui est inférieur, mais surtout, la perception de la qualité de l'image va être meilleure. C'est-à-dire qu'on va moins déformer l'image, malgré qu'on baisse la qualité technique de l'image.
Ça vient des algos de compression vidéo. En fait, WebP, il vient de VP8, VPX, et donc c'est de ça qu'on obtient des meilleures performances. Et puis avec des formats comme AVIF, lui, c'est encore mieux sur des qualités techniques très basses. Là, on réduit beaucoup et on voit que la courbe de poids d'AVIF est en dessous de WebP et de JPEG. Et le poids est meilleur, mais pire que ça, c'est si on compare la compression JPEG et AVIF, à qualité de compression égale, à gauche j'ai du JPEG, à droite j'ai de l'AVIF. Il y a beaucoup moins de déformation perceptible sur de l'AVIF que sur du JPEG. Pour autant, mon poids est divisé par 2 sur de l'AVIF dans ce cas-là. Donc c'est très impressionnant. Donc c'est top, c'est des formats, globalement, il faut les utiliser, mais en fait, on ne l'a pas fait. Pour plusieurs raisons, parce que le JPEG et le PNG sont encore massivement utilisés. Le GIF, c'est l'Internet des chats, hein, on va pas, voilà, moi aussi je suis client. Mais on voit que le WebP, il n'arrive toujours pas à percer, alors que ça fait quand même quelques années qu'il est supporté un peu de partout. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une tendance qui se dégage, c'est-à-dire que l'AVIF est en train d'exploser en termes d'accès depuis 2 ans. On a de plus en plus d'utilisateurs qui l'utilisent, tout comme WebP ou SVG, qui sont un peu les formats les plus modernes en ce moment. Bon, on voit quand même, il y a aussi JPEG qui commence à réduire, et c'est pas si mal finalement. Retenons donc que la compression d'image, contrairement à d'autres compressions, si jamais ça vous intéresse, la compression d'image, c'est de la compression avec perte. On va dégrader le contenu réel du fichier pour enlever de l'information qu'on va juger non perceptible ou qu'on ne va pas trouver très importante. Et donc, ça a un impact sur la modification de l'image elle-même. Et on joue sur des illusions d'optique. Tels des magiciens, on va essayer de faire des zones nettes là où c'est important et le reste, c'est pas grave. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, comment ça marche une compression d'image? En gros, on va découper l'image en plein de petits blocs, prédire les blocs d'à côté pour essayer de minimiser la charge qu'on a besoin de transporter. Et surtout, c'est là, on va virer toutes les fréquences qui servent à rien, hein. Les ultrasons, on s'en fout. Et puis, les formats modernes, comme WebP ou AVIF, en fait, c'est des formats qui ont été travaillés en partenariat avec l'univers des codecs vidéo. Donc vous avez WebP et AVIF qui sont respectivement VP8 et AV1. Et donc on va continuer de faire ça parce que le format vidéo aussi, c'est un format qui est très utilisé dans le web. Tout à fait. Et donc VPX, qui est le décodec, vient de Google, alors que AVIF, AV1... Ouais, globalement, c'est poussé par le Videolan. VLC, pour ceux qui ont déjà craqué une vidéo. C'est bien cool, donc maintenant nous avons des formats, on peut les utiliser, mais je pense que c'est pas suffisant. Vous allez quand même encore, si vous renez votre Lighthouse, encore avoir des perfs, pas dingo, même si pour la même image, même qualité, vous avez un poids inférieur. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait on a un problème de taille. Il y a des jeux de mots, hein, attention. Et donc le problème de taille, moi ce que je voudrais vous dire surtout, c'est qu'on est quand même dans un séminaire d'entreprise aux enfers, et donc juste pour vous dire que on est de plus en plus gourmand et c'est un secteur porteur finalement. On ne fait que croître. C'est une croissance. Chaque année, on a les pages qui deviennent de plus en plus lourdes. Et ce qui est beau, c'est qu'on est quand même, nous, en tant que responsables des images et des enfers des images, responsables beaucoup plus que JavaScript. Qui l'eût cru? Et pourtant, c'est vrai, une image représente une bonne partie du poids d'une page. On voit que la moyenne des images, donc c'est l'almanach du web qui a fait pas mal de recensement, c'est à peu près 1 méga par image. C'est pas mal, mais au fin fond de la Creuse, c'est un peu moins chiant. Ouais. Bon, ça te parle, mon cher Mathieu Mort? Ouais, moi je trouve que l'image, elle a quand même un sacré... pas là, mais nous, là, c'est bien. Là, elle est super nette, hein, cette image. Elle est super nette. Hein. Et en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe, voilà. Cette image, elle est en 4K. Elle fait 2,5 mégas et on l'affiche sur l'équivalent d'un timbre-poste des enfers. On est prêt à le support des montres. Hein. Ah là, on peut l'étirer, c'est bon. Alors, ça pose 2 problèmes. Le poids, 2,5 mégas, c'est affreux. Mais pire que ça quoi, mon cher? Eh bien, en fait, on va télécharger déjà beaucoup de... ça va prendre du temps à télécharger, mais c'est surtout que là, on va l'afficher dans là, on voit dans 200 pixels de large. Alors, en gros, ça va demander à notre GPU de notre ordinateur ou de notre téléphone de recompresser l'image de son côté. Donc, on va commencer à consommer beaucoup plus, donc on va télécharger plus et on consomme plus. Ouais, on va faire des opérations de downscaling et d'upscaling d'images qui sont très coûteuses en performance. Donc
le problème de la taille est majeur dans le web. Alors que faire? Que faire face à ce problème? Eh bien, il faut faire des listes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut fournir une liste d'images de différentes dimensions et indiquer cette liste au navigateur, et lui va choisir l'image dont la taille est la plus proche de l'usage réel. Exemple ici, j'ai un écran qui fait 1024 pixels de large, okay, et je veux mettre une image en fond de ce site. Okay, mais mon écran va varier potentiellement. Donc ce que je peux faire, c'est faire un set avec différentes tailles d'images, ce que vous voyez ici. Et donc là, mon écran faisant 1024, il va chercher dans le set la première image dont la taille est plus grande que la taille d'écran. Donc ici, 1280. Mais si je réduis mon écran, par exemple, je passe en 360 pixels, la première image qui est après, c'est du 640 W. Alors vous allez me dire, ok, mais les W, ce n'est pas des unités standards. Ben non, en fait, parce que l'enfer des images ne serait pas l'enfer sans des partenaires financiers évidents comme Apple, qui a inventé des écrans dont la densité de pixels est supérieure à 1. C'est-à-dire qu'il y a un pixel théorique, il y a plusieurs pixels théoriques dans un pixel physique. Attention, accrochez-vous là. Attention. Donc en gros, mon écran fait 1024 pixels de large, mais en vrai, j'en ai 2048. Donc si j'affiche une image de 1024, elle va paraître floue. Donc là, imaginons que je passe en 2 densités de pixels, et donc là, en faisant ça, automatiquement, avec l'unité W, le navigateur va faire la multiplication par 2 et aller chercher l'image ici 960, malgré que je sois en 360 pixels théoriques. Et c'est pas tout, vous allez me dire, j'affiche pas des images qui font tout le temps 100% de la largeur de mon écran. Et donc pour ça, vous avez un autre attribut qui s'appelle Sizes, qui va vous permettre de dire quelle est la taille relative en pixels théoriques de mon image dans ma page. Donc imaginons que mon image prenne 30% de ma largeur d'écran, ben ça fait ce calcul de largeur physique, largeur théorique, et ça va chercher dans le set la bonne image au bon moment. C'est quand même sympa, non ? Mais ça va bien plus loin que ça. Imaginez que vous voulez avoir des images qui soient en 16/9 sur votre ordinateur, mais par contre, en mobile, vous voulez un format vertical. Eh bien, vous pouvez utiliser les balises Picture et jouer sur plusieurs sources pour qu'il aille chercher des images différentes, et donc des sets d'images différentes en fonction des breakpoints. Parce que là, mon image, je m'en fous du gauche et droite. Je ne vais pas envoyer une image qui fait 16/9 pour au final afficher que le milieu. Autant directement envoyer l'image qui fait exactement la bonne taille. Donc on peut arrêter les object fit, toutes ces méthodes-là. En fait, on peut envoyer l'image qui a la bonne taille pour la bonne résolution. OK ? Mais on peut encore aller un peu plus loin. En fait, on n'est peut-être pas obligé de charger toutes les images de notre page web, hein, on pourrait le faire un peu différemment. Mais il y en a d'autres qu'on aimerait charger, notamment très vite. Ouais. Par exemple, si vous avez une image qui est, on appelle ça directement visible dans votre viewport, par exemple un héros sur une page de marketing, par exemple, et ben là-dessus, vous allez pouvoir dire au navigateur de récupérer cette image en priorité, parce que comme on l'a dit, c'est souvent et bien souvent un LCP, donc c'est l'élément le plus important de votre page et qui va prendre le plus de temps. Donc là, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle Fetch Priority. On va pas lui dire que c'est très haut, parce que c'est quelque chose qu'on veut absolument. Donc vous mettez ça, en fait, votre navigateur va, avant de charger limite des ressources JS ou autres ressources, télécharger cette image en priorité, par exemple, avant vos scripts d'analytics, parce que, voilà. Globalement, au-dessus de la ligne de flottaison, on peut mettre du Fetch Priority sur nos images. A contrario, mettons que j'ai une image qui soit très basse. Genre 4 km sous la ligne de flottaison. Voilà, votre logo sur votre footer que personne ne va cliquer. Eh ben, on va pouvoir mettre l'attribut loading lazy qui va naturellement dire au navigateur dès que mon viewport, donc la vue que j'ai sur ma page, s'approche de l'élément, tu vas le télécharger. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est qu'ici, si je me rends dans mon onglet de Network et que je scrolle ma page, vous allez voir que d'un coup, d'un seul, il va la télécharger au moment où j'arrive. Donc c'est vachement important parce que ça se trouve, votre utilisateur ne va jamais scroller, comme beaucoup. De toute façon, il y a des stats qui montrent que peu de gens scrollent. Et donc, à part sur TikTok, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, peu de gens vont arriver, donc ça ne sert à rien de télécharger une ressource qui ne va jamais être affichée. Et ça va vous faire moins de charge sur vos serveurs également. Donc ça, c'était pour tout ce qui était un peu natif au navigateur.
Mais on pourrait également voir quelque chose qui est un autre pattern, parce que l'image qui charge progressivement, des fois, ça peut un peu sauter. On vous conseille de mettre une height quand même de base ou une width sur votre image si vous la connaissez, mais de temps en temps, on ne la connaît pas. Un bon pattern qui se fait, c'est ce qu'on appelle le progressive image loading. C'est un pattern, donc ça ne vous nécessite pas beaucoup de JavaScript, comme on va le voir. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux éléments. Une première source, qui est votre source de base, avec un base64 d'une image qui va être vraiment, vraiment très réduite. Une bouillie de pixels, comme on aime. On va mettre un petit effet de filter en CSS pour qu'on ait l'impression que c'est un petit effet joli, mais ça reste une image de très, très peu... Quelques kilos à peine, même pas. On va mettre par contre l'image en data SRC qui va être, elle, l'image réelle. Et comment ça va fonctionner? En fait, on va utiliser un petit trick JavaScript, c'est-à-dire qu'en mettant ces deux éléments-là, on va instancier une image avec l'API HTML de JavaScript. On va définir une fonction onload. La fonction onload va juste swapper le data SRC avec le SRC, c'est juste pour ça. Mais la magie apparaît ici. La magie apparaît ici, vous ne le voyez pas. Si, il le voit. Non, pas la fin. Ah. J'ai un œil. Du coup, nous avons ici la data SRC7. En fait, le fait d'ajouter la source va quand même dire au navigateur de télécharger l'image. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? En gros, on a l'image en bouillie de pixels. Le JavaScript charge une image qui n'est pas montée dans le DOM, donc il va faire l'appel réseau. Si vous avez un cache bien défini, que vos DevTools ne sont pas mis en disable cache, vous allez avoir cet effet-là, avec une image qui va être floue, et dès qu'elle va être chargée, va afficher l'image réelle avec un petit effet de transition qui va bien. Ok. Mais le problème de taille n'est pas le seul, semblerait-il. Pourquoi n'est-il pas le seul? Pourtant, nous sommes dans un monde merveilleux. Nous avons trouvé les formats, nous avons trouvé les tailles. Sauf que il y a un autre enfer dont on n'a pas parlé. L'enfer, c'est les images en général qu'on ajoute dans un site web. C'est pas nous qui les ajoutons, c'est on nous demande de les ajouter. Et nous avons une population assez hétérogène de personnes qui les ajoutent, avec, mettons, un directeur d'entreprise qui nous dit: on a fait une super photo d'équipe, je suis intégré dans l'image. Le photographe, il envoie un fichier .tif. Ça ne pose pas de problème. Je n'ai pas parlé de TIFF dans le support des formats d'images dans le web, donc ça va nous poser problème. Puis on pourrait rajouter aussi le lead content designer qui nous dit écoute, moi je t'ai fait des super logos sur Adobe Illustrator, tu peux me l'intégrer dans le site. C'est formidable tout ça, mais c'est toujours pas du web. Comment on pourrait faire pour supporter dans le web des formats d'images qu'on ne supporte pas dans le web? Donc là, il nous faut user de magie. Et donc cette magie, moi, malgré que je sois Caron, le promeneur des enfers, je fais du JavaScript, tout s'explique. Et j'utilise en général des outils comme Sharp. Donc Sharp, c'est une petite librairie JavaScript qui s'installe assez simplement et qui contient tout un set d'outils pour transformer des images. Donc vous prenez une image en entrée, une source, qu'à partir de maintenant, je vais appeler une essence. Et vous allez définir ensuite une image de sortie avec un format, ici par exemple du WebP. Et Sharp, vous pouvez l'appeler sur votre entrée, appliquer des transformations de resizing, choisir le format, choisir la qualité que je vous montrais tout à l'heure, et hop, ça va vous générer ce fichier. C'est formidable, mais personne ne fait ça en vrai à la main. En général, les frameworks de vos sites intègrent Sharp directement et vous génèrent les bonnes images et le SRC7 comme il faut. On peut, par exemple, Next.js, Astro, tout ça, il le gère. Du coup, on dit, on a Sharp, je mets mes images dans mon repo, je commit push et on est bon. C'est pas mal. Par contre, depuis que tu as push, j'ai reçu une petite notif de quelqu'un dont j'ai un peu peur. C'est notre staff engineer et elle me dit, je sais pas ce que tu as foutu, mais les ops sont en train d'hurler parce que tous les blobs sur GitHub, oui j'ai fait une faute, GitHub, sont pas loin, le B, le H, pardon. Bref, avec mes doigts. Mais ça met 10 minutes à tourner sur la CI juste pour transformer les images. Ben oui, parce que ces opérations avec Sharp, c'est de la magie, mais ça a un certain coût. En fait, les optimisations de transformation qu'on économise dans le GPU du navigateur quand on l'affiche, on le fait aussi là. Et c'est surtout parce qu'en fait, tous les devs sont mettent à un moment à télécharger l'élément. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a peut-être un truc qu'on a peut-être merdé. Ah oui, parce que toutes ces images qu'on commit, là, ces Adobe Illustrator, ces TIFF de plusieurs gigas, c'est un peu lourd tout ça, parce que clairement, ça va avoir un impact sur le repo. Et ce qu'on va vous imposer de faire pour un repo GitHub,
ça va être d'utiliser une feature qui est trop sous-estimée et trop peu utilisée aujourd'hui, c'est Git LFS, comme Large File System. C'est extrêmement simple à mettre en place. Et qu'est-ce que ça change? En fait, vous pouvez, dans un fichier Git attribute, définir ces fichiers-là qui ont un pattern donné, par exemple des PNG, des JPEG, des Adobe Illustrator. Ces fichiers-là, vous ne voulez pas les versionner liés à leur contenu. Vous allez créer Git va créer un fichier pointeur qui va être un fichier d'adressage, qui va juste contenir un hash pour dire est-ce que le fichier a changé. Mais tout ce qu'il va contenir, c'est très court, son titre et où est-ce qu'il se trouve, et c'est tout. Et donc le poids de ce fichier de pointeur est très très bas, c'est quelques bytes. Alors que si vous versionnez des binaires, Git il n'est pas très fort à versionner des binaires. Pourtant, ici, je suis quasiment sûr que tout le monde l'a fait au moins une fois. Et donc, Git LFS, ça s'installe par-dessus votre Git. Vous pouvez traquer certains fichiers. Vous pouvez même rétrofiter un repo qui a déjà commité des images. Vous pouvez rattraper vos bêtises. C'est possible. Et donc, redéversionner des binaires dans votre repo et réduire drastiquement la taille du repo. Et ce qui est cool en plus, c'est qu'avec des outils comme GitLab ou GitHub, ils le supportent très très bien nativement. Vous avez en free tier un stockage, je ne sais plus de combien. 10 gigas sur GitHub, je crois. GitHub. Et donc après, même sur vos GitHub Enterprise ou GitLab self-hosté, LFS, c'est pas très dur à mettre en place. Et sur un repo qui vit longtemps, le non-usage de Git LFS va avoir un impact énorme sur le poids du repo, je peux dire plusieurs gigas potentiellement. Et même pour pool, même pour le cycle de vie, ça ne va pas enrichir votre stack Git. Est-ce que maintenant je peux push? Tu as push, c'est nickel, ça marche très bien. Ouais. Mais par contre, il y a l'autre option que tu as oubliée là, c'est parce qu'on a reçu une autre notif. C'est cette histoire d'optimisation des images. Notre cher et adoré sysadmin qui nous dit c'est cool, mais ta CI maintenant, elle met quasiment plus d'1 heure à build ton app. Et tous les runners ils sont à plus de 500% de CPU. C'est vrai que j'ai du mal à justifier que j'ai besoin de 8 heures pour builder un site statique. C'est un peu chaud quand même. En fait, optimiser des images, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure. Ça va prendre énormément de CPU de faire tourner Sharp. Donc ça va vous demander de la gymnastique aérobique pour essayer d'éviter de rebuilder les mêmes images à chaque fois que vous committez pusher dans le repo. Donc vous allez mettre du cache ou dire un hash sur le fichier pour ne pas le rebuilder. Enfin, c'est de la misère. Et ça c'est un peu la merde en fait, clairement. En vrai, si vous commencez à avoir plus de 100 images, c'est un peu un labyrinthe. Je pense que vous allez vous y perdre. Mais également, parce que là pour l'instant, nous sommes à 1 heure de build, mais on a une autre notif de quelqu'un qui nous a dit l'avenir c'est sur les télés. Et en fait, les images de 4K, il faudra plutôt passer sur du 16. Ouais. Et on a la triple densité de pixels qui arrive bien fort. Donc il va falloir encore en plus rajouter des formats d'images qu'on va devoir builder. De chaque nouvelle densité de pixels, à chaque nouvelle entrée dans votre SRC7, c'est des minutes et des minutes d'optimisation dans votre CI qui vont se rajouter sur l'usage de vos librairies d'optimisation. Pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des maths, mais je pense que ça peut être une fonction exponentielle. Je pense, tout à fait, je pense. Donc ce labyrinthe semble sans issue, mon cher Mathieu Mort. Tout à fait, mais ce qu'on doit d'abord savoir, c'est que l'enfer, c'est d'abord les autres. Ah oui, c'est vrai? Oui. En gros, on est obligé de transformer les essences parce qu'on ne contrôle pas, nous, en tant que dev, et c'est bien dommage, je vous l'accorde, que nous n'ayons pas un contrôle absolu sur tout, mais c'est comme ça, et on n'a pas le contrôle absolu de format qui va arriver. Donc on va être obligé d'optimiser nos essences, comme on l'a vu, sinon notre site il va avoir des perfs toutes pourries. Oui, et puis le stockage optimisé dans votre arbre Git va vous être imposé. Utilisez Git LFS, vous n'avez aucun argument à me débattre pour ne pas utiliser ça dans vos projets dès demain pour réduire votre pool de repo. Tous les pools de toute la CI, tout le temps, de toutes les personnes vont être réduits juste à l'usage de cette feature. Et surtout, le build, c'est long. Si vous faites ça, attention, ne le faites que si vous avez un certain nombre limité d'images dans votre repo. Dès qu'on va commencer à être au-delà, eh ben, c'est la sauce. C'est ce fameux labyrinthe que je tease. Depuis bien trop longtemps. Nous arrivons au dernier enfer. Nous n'avons donc plus de solution. Je te propose d'errer et de réfléchir un petit peu à la vie. Oui. Vous voilà maintenant coincé dans Elysium. Comme beaucoup d'autres avant vous, vous errez maintenant sans but. Mais peut-être que ce paradis n'est qu'une chimère,
Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir et scroller de vidéo en vidéo. En parlant de vidéo, ça me fait penser à un truc. On a déjà parlé des formats. Ils n'ont pas un pattern, eux, parce que c'est pareil, ils ont des formats différents. Là. Ah oui, dans la vidéo, ils ont une solution. Hein. Alors, en fait, ils utilisent un pattern qui est plutôt très simple, qui est basé sur les essences que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans l'univers de la vidéo, on conserve toujours la meilleure qualité de la vidéo qu'on a réussi à produire, qu'on a filmée. Et cette essence, ce qu'il nous faut faire dans l'univers de la vidéo, c'est de la stocker et d'essayer de l'historiser à tout jamais pour pouvoir un jour, potentiellement, régénérer une vidéo à un format qui sera toujours plus léger, toujours de meilleure qualité. Okay ? Donc, dans l'univers du cloud, ce qu'on va utiliser, c'est des produits comme S3, Object Storage, tous ces produits-là, on ne va pas trop se soucier des disques et on va juste écrire ces objets-là. Et surtout, dans la vidéo, ils utilisent ça et ils servent ces essences par de l'HTTP. Comme ça, on peut télécharger des fichiers images facilement depuis un bucket. C'est super. Mais ça ne répond pas aux besoins que le formatif, je ne supporte toujours pas dans mon navigateur. Non. Mais donc, on va quand même devoir transformer. Ouais. Sauf que par rapport à le transformer dans votre CI, un autre pattern qui peut être utilisé, c'est de le transformer, mais au bon format et surtout à la volée. C'est-à-dire que dès que vous allez demander le format, vous allez le transformer. L'avantage que ça a, c'est que si jamais il y a des tailles d'images que vous n'allez jamais faire, par exemple, vous avez un site, vous avez mis toutes vos tailles d'images, mais en fait, personne n'y accède en mobile parce que c'est une partie, vous n'avez pas besoin de construire les images en très petit format. De la même manière, si vous avez des vieux formats type PNG, type JPEG, mais que tous ceux qui vont sur votre site utilisent que du WebP, on n'a peut-être pas besoin de les générer, etc., etc. Et donc, un pattern qui existe bien, il y a beaucoup de services qui le proposent, hein, mais c'est surtout, on va le faire et paramétrer ça via des paramètres d'URL. C'est une espèce d'API qu'on va pouvoir faire et qu'on va pouvoir créer. Donc comment ça marche souvent? Vous allez stocker votre essence, donc par exemple en pointif, et lui passer des paramètres. Et ce service-là, en fonction de ces paramètres, va automatiquement scale down vos images et transformer le format, mettre les paramètres de qualité et bien d'autres. On peut même faire du cropping dans certains, etc., etc. Vous avez sûrement des services de paiement par API. Ben, pourquoi pas mettre en place chez vous un service d'optimisation d'images sur une API. Mais ça, à la volée, ça risque de coûter un peu cher en CPU à faire tourner à chaque requête de chaque personne pour chaque image du SRC7. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, ce que ça coûte, c'est surtout de générer au final des URL. Parce que dans le site, on ne va pas optimiser les images, on va juste générer des URL avec des paramètres, ce que vous montrez, mon cher confrère. En tant que développeur web, je vais juste dire de cette image du service image, dans la taille 640W, ben, je vais lui passer 640W au service image. Et automatiquement, ça va générer la bonne image. Et surtout, si vous êtes un peu techos, vous vous rendez compte que ça, dans une boucle for, c'est pas si mal, quoi. Ouais, c'est pas si dur à faire, quoi. Ouais, je pense que maintenant, on le vibe code, hein, on est bien d'accord. Ouais, voilà. Bon, quand même. Mais ok, mais exposer cette API, ça va avoir un coût certain. Vous allez générer sur du serveur des images. Imaginons que vous ayez un site à fort trafic, ça va vous coûter cher en API d'optimisation d'images. Ce qu'il va vous falloir comme dernière brique, et qui nous vient aussi de l'usage de la vidéo, ils ont cette dernière brique toujours dans leur stack, c'est du cache, un CDN, pour servir cet asset de manière optimisée, de jamais le reconstruire. Si quelqu'un a demandé telle image en qualité 75 et en taille 640 pixels, théoriquement, ce sera la même pour ce format WebP à tout jamais. Donc, je n'ai pas besoin de la recalculer. Alors, il existe sur l'Internet des services complets qui vont vous proposer ça. Tout à fait. Il existe des services comme Cloudinary, les grands services de cache comme Akamai. Cloudflare, Akamai, Fastly vous proposent la complète, salade tomate oignon, mais peut-être qu'en 2026, on peut se poser des questions de self-hosting. Tout à fait, parce que c'est bien beau, mais des personnes n'ont pas forcément les mêmes moyens que toi, mon cher Charon. Et du coup, on peut peut-être éviter de trop payer de services. Ça, c'est peut-être qu'on n'a pas aussi facilement, on ne veut peut-être pas se vendor locker ou ce genre de choses. Et donc, on va peut-être... On voulait vous prouver que c'était possible de faire un service image en peu de briques. Donc pour ça, moi, la stack que je vais vous recommander, c'est pour le cache. Vous pouvez utiliser, si vous êtes des vieilles personnes comme un peu moi maintenant, Varnish, c'est très bien. C'est très bien pour du cache.
Derrière la brique d'optimisation, il existe un projet open source où c'est écrit en Go qui propose un service d'optimisation d'images over HTTP qui s'appelle IMG Proxy. C'est très cool. C'est un projet open source, mais qui a 2 licences. Une licence gratuite qui permet plein d'options de base et des licences étendues si vous voulez faire des fils de coloration sur vos images à la demande, mais clairement, personne ne fait ça. Et puis, il va vous falloir un truc pour uploader dans votre bucket, parce que, mis à part des devs, je me vois mal demander à mon CEO d'uploader des images dans un bucket S3. Donc, il nous faudrait un DAM, mon cher Mathieu Mort. Yes, ça n'a rien à voir avec le prénom, pour Digital Asset Manager. Globalement, c'est une UI qui permet d'uploader des essences, donc vos images le plus pures possible, dans un S3 in fine, avec des données, des métadatas. Ça permettra de faire du recropping, mettre les filtres, enfin tout ce que vous voulez. Il y en a plein qui existent sur le marché, plus ou moins chers. Nous, pour vous montrer, on a pris un projet open source qui s'appelle Strapi. Il ne fait pas que ça, hein, mais en tout cas, on va l'utiliser dans ce cadre-là. Ok, allez, c'est parti. On va vous montrer ça. On fait une petite démo. Petite démo pour vous montrer comment déployer un service. Donc là, on l'a fait dans le projet qu'on va vous partager. Vous pourrez reprendre notre pattern. Donc on le fait tourner en local, mais c'est très facile à faire tourner sur de l'infra distante. L'idée, c'est que les 3 briques, on a un Docker Compose, on a déployé notre Strapi. Donc ça, c'est l'interface de Strapi. Ok, là on a notre console du Strapi. Alors, du coup, moi, ce que je vous propose de faire, c'est que on va faire comme si j'allais uploader une nouvelle image et vous montrer que, en fait, je vais avoir des bonnes perfs. Donc là, c'est l'interface de Strapi. Donc là, globalement, je vais dans mon DAM, donc mon Media Library. Ouais. S'il veut marcher. Ça va charger. Hein, vous ça va inquiétez charger. pas. Je vais peut-être refresh. C'est les images, c'est long à charger. Hein. Ouais, je ne sais pas si on l'a dit. Voilà, un petit refresh et ça repart. Du coup, là, nous avons une image qui est déjà chargée, mais si je veux en ajouter une, je peux faire un Add New Asset. Là, je vais ouvrir mon Finder, je vais aller dans mes images ici. Mettons que je vais uploader l'image de Cerber, je la mets ici. Hop, j'ai mon image, je pourrais la modifier si je veux, je upload mon asset et elle est uploadée. L'avantage de ce genre d'asset, c'est que, par exemple, je pourrais copier son image. Son lien, par exemple. Et là, si j'ouvre un nouvel onglet et que je mets l'image, vous savez, j'ai l'image en très très bonne qualité. Donc vous vous rappelez, ça c'est l'essence. 4K. Ça c'est notre essence. C'est bien beau, mais comme on vous a dit, il faudrait qu'on le modifie. Donc pour faire ça, en fait, on va utiliser un service qui s'appelle IMG Proxy. On a également déployé sur la machine. Donc là, moi, il est hébergé sur mon localhost 8080. Je suis désolé, c'est petit, mais je ne peux pas zoomer plus que ça. Et là, je vais lui passer des paramètres. Je vais vous les dicter. Donc là, j'ai /insecure, on en reviendra. /format de.wp. Donc c'est là où je vais lui définir le format que je souhaite. Je lui dis resize, je voudrais que ça fit, c'est-à-dire que je dis les images gardent les mêmes proportions. Et là, je lui donne, en fait, je veux que ce soit du 1024. Je lui passe la qualité. Si vous vous souvenez, c'est l'indicateur qu'on avait pour comparer les images. Et je lui donne l'URL de mon essence. Et c'est très beau parce que quand je vais inspecter mon image ici, vous allez voir que l'image que je télécharge, je vais y arriver, non, il veut pas. Elle fait vraiment 1024 pixels. Alors là, mon MeDevTools. Là, on le voit si tu te mets sur l'élément HTML, vas-y. Là, on le voit en bas à gauche, c'est écrit 1024 par 576. Donc c'est exactement la taille de l'image qui est affichée dans le navigateur. Et donc ça, tu peux changer dans le paramètre d'URL. C'est-à-dire que toi, tu peux décider d'attaquer ce service d'image et de générer 1 milliard d'images. Ça, pourquoi? Parce qu'on a le mode insecure qui est activé. Bien évidemment que si vous déployez Image Proxy en prod, il y a des méthodes qui vous permettent de passer un salt qui vous permet uniquement vous d'utiliser votre service image et pas quelqu'un d'autre qui pourrait s'en servir pour optimiser ses images à lui. Tout à fait. Donc là, je peux mettre pas mal de choses. Donc là, je suis en WebP. Donc là, je vais changer la taille. Je suis passé en 320. Mais si je veux mettre du AVIF, ici, j'ai juste à changer AVIF. Vous voyez la simplicité. Là, tout derrière, c'est le service qui fait le travail. Et ici, on a vraiment le format image AVIF. Donc c'est vraiment du AVIF. Et pour vous économiser la double balise source AVIF et WebP qu'on a vu il y a quelques minutes, Image Proxy est capable de sniffer les capabilities du browser que vous utilisez pour vous servir du WebP s'il sait que vous ne savez pas savez pas afficher de la VIF. Vous mettez une simple URL et il va auto-détecte votre support des formats d'image. Donc ça vous raccourcit énormément les SRC7. Donc c'est bien beau, maintenant vous avez vu, on a un service qui marche, on a l'essence, on peut faire ce qu'on veut. Donc si jamais demain il y a un nouveau format, on va juste besoin de mettre update image proxy. On peut anticiper tout ça. Donc je suis quand même un peu de tech, et donc là j'ai récupéré l'URL de mon image, c'est juste pour pas que je vous bluffe, je vais quand même vous montrer que c'est la même. Donc là je prends mon essence, je la copie et je la mets ici. Hop, je colle mon élément, vous voyez que c'est bien la même. J'ai fait
ma petite boucle. Hein. J'ai mis toutes Très mes fort en sizes. JavaScript, mon cher Mathieu Morand. Ouais, je m'inspire de nos concurrents. Et donc là, j'ai fait une page web toute basique, et là, on va voir ce que ça donne en termes d'image. Et donc là, si je regarde un petit peu mon image qui s'appelle démo, hop là. Là, j'ai mon image qui est ici, donc là, je vais rafraîchir. Vous voyez que j'ai mon image qui est à ce niveau-là. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que je suis en 1026 en rendered size et je suis en 2048. Pourquoi je suis en 2048 ? Parce que là, l'écran de base, c'est mon écran Retina. Mon écran Retina est en double densité de pixels parce que on a été sponsor. Et en tout cas, cet écran, du coup, a double densité de pixels. Donc mon image, là, ici, mon écran fait 1026 pixels. Ici, mon viewport fait 1026 pixels. Donc il va télécharger l'image double densité au-dessus. C'est la 2048. Mais mettons que je réduise et que je rafraîchisse mon image. Ici, on va voir que ça s'adapte tout seul. C'est-à-dire que là, je suis en 416, en 960. Et surtout, on va prendre la bonne URL qui va bien se charger. OK ? Mais au-delà de ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai rarement une image comme on l'a remontré avec les sizes. Mettons que j'ai une image que je veux mettre en 150. Donc là, je vais lui spécifier une width de 150 pixels. Je lui passe une sizes de 150 pixels. Et on peut ici, aussi mettre des media queries dans sizes pour dire elle fait Tout à 150 pixels de telle taille à telle taille, puis elle fait 200 pixels de telle taille à telle taille. On fait simple pour aujourd'hui. Et là, cette image qui tout à l'heure faisait 4K, bah, finalement ne font que 360. Elle pèse que 12 kg octets. Et bah, finalement, j'ai la bonne image qui est au bon format, c'est-à-dire que sur un écran Retina, c'est ultra fluide, elle est ultra de haute qualité. Pourtant, bah, j'ai téléchargé que ce que j'avais besoin comme octet. Si on zoome, on voit que l'image elle est un peu moche, mais bon, personne zoome sur un site web. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, hop, hop. Non, mais en tout cas, c'est juste que pour l'écran, nous n'avons pas besoin d'en afficher plus. Effectivement, l'image, bah, quand on zoome dessus, elle va être un peu dégradée, mais c'est la vie. Donc voilà pour la petite démo. Je pense que cette fois-ci, mon cher, Oui. nous sommes sortis de cet enfer. Nous sommes sortis de cet enfer. Et que pouvons-nous retenir de cet accueil aux enfers ? Beaucoup d'efforts pour naviguer à travers les différents enfers. Globalement, si on doit retenir quelque chose de cet enfer des images, premièrement, c'est que les formats, c'est la vie. En 2026, vous devez arrêter de servir des images juste en JPEG et en PNG dans votre site. Utilisez massivement le format WebP et AVIF qui va avoir un aspect beaucoup plus net et va être beaucoup plus léger. Si votre site a un trafic important, vous allez voir la quantité de données transférées totale va réduire sur votre site grâce à ça. Et la taille, bah, finalement, ça compte un peu quand même. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vous demande, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué à mettre en place, une boucle for et c'est parti. Télécharger la bonne image au bon format, donc le WebP ou le AVIF, si il est quand même extrêmement bien supporté en 2026. La bonne densité de pixels et tout ça dans un SRC7, ça va vous faire gagner énormément de perfs. C'est un shortcut. Vous pouvez speedrunner votre perf comme ça. Et vous allez aussi économiser du device de vos utilisateurs qui vont moins consommer de batterie à transformer vos images pour les afficher au bon format. Et puis, bon, rappelez-vous que l'enfer, c'est les autres, mais ce n'est pas forcément que les autres. C'est-à-dire que vous aussi, si vous avez moins de 100 images près dans votre site, utilisez-les dans le repo, mais mettez LFS pour gérer ces fichiers-là. Arrêtez de faire exploser le poids de vos repos pour 4 images qui se battent en duel. Mais par contre, peut-être pas besoin de mettre une infrastructure en place, comme on vient de vous le montrer assez facilement, si vous avez moins de 100 images. Ouais. Au-delà, par exemple, un site qui gérerait de l'événementiel dans un parc d'attractions à côté de Paris, les images changent assez fréquemment. Et du coup, c'est bien de mettre en place ce genre de pattern pour optimiser vos images et surtout avoir un ressenti qui est quand même assez agréable pour l'utilisateur. Et économiquement, vous allez y gagner. Ce n'est pas des services, même si vous les achetez ou si vous les self-hostez, ce ne seront pas les services qui vous coûtent le plus cher en termes d'hosting. Pourtant, c'est ceux sur lesquels vous allez avoir un retour sur investissement qui est probablement le meilleur dans votre site web. Ok. Je crois qu'il est temps, mon cher. Je crois qu'il est temps, tout à fait. Finalement, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais je ne suis pas Caron, le voyageur des enfers. Tu es Caron sans le H. L'engineering manager de Scaleway. Tout à fait. Si vous voulez du cloud vraiment souverain, vous pouvez essayer de venir me voir après ce talk. Et toi, tu ne peux pas enlever, ouais. Il est à poil dessous. Et puis, Monsieur Mathieu Mort n'est pas Mathieu Mort, finalement.
Et non, je m'appelle Mathieu Mur, à une lettre près, comme quoi nous avons beaucoup brainstormé. Je suis staff ingénieur à Disneyland Paris, donc un parc d'attractions qui fait d'événementiel à côté de Paris, c'est incroyable. Incroyable, n'est-ce pas? Et puis, on a juste à vous remercier pour votre attention tout au long de cette présentation. Et puis, je vous ai dit plusieurs fois dans cette présentation que vous aviez 2 pièces à consommer pour arriver aux enfers. Et de ces 2 pièces, on vous les présente ici. À votre gauche, vous avez l'URL du repo des slides avec la démo du self-hosting de l'outil qu'on vous a présenté. Et à droite, c'est les feedbacks. Et si vous ne savez pas quoi mettre, il y a un magnifique emoji pièce sur votre OS. Mettez un commentaire avec une pièce, ça nous fera plaisir. Ça nous fera beaucoup rire et on compte sur vous. On compte sur Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Si vous avez des questions, venez nous les poser directement ici plutôt qu'en plénière, comme ça les gens peuvent aller chercher un café. Ouais, nous avons speedrunné pour la première fois. Ouais. Speedrun, on fait notre PB à 45-14, donc on est content. Et on a vraiment un outil de speedrun pour En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à venir nous voir et merci de votre attention. Hey, ciao.